Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par la voix du ministère de Finances Nicolas Kazadi, a fait état d'un net accroissement des ressources extérieures en 2022. Ce sera le grand angle des chiffres clés. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette tranche de tous les jours Zoom Eco Live qui vous met au courant de toute actualité en RDC. Voici les titres. Afrique, 211 millions de dollars américains de la Banque européenne d'investissement, BEI en sigle, et Afrexim Bank pour financer le secteur des soins de santé. Ce sera le dossier. Et pour finir, accès à l'électricité, pourquoi le statu quo? Nous allons recevoir deux invités sur ce plateau. Mais d'abord, place aux nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Les recettes intérieures mobilisées ont enregistré un record historique pour atteindre 18 427 milliards de francs congolais en 2022 contre 11 838 milliards de francs congolais réalisés en 2021 et 6 968 milliards de francs congolais en 2020. Il s'agit d'une hausse de 164% et de 67% par rapport aux recettes réalisées respectivement en 2020 et en 2021. D'après le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, ce qui représente un taux de réalisation de 125% par rapport aux assignations inscrites dans la loi des finances 2022. Autre information, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par la voix du ministre des Finances Nicolas Kazadi, fait état d'un net accroissement des ressources extérieures mobilisées. D'après sa présentation de réalisation de l'exercice 2022 et des priorités de l'année 2023, le mardi 14 mars 2023, au cours d'une cérémonie à l'hôtel Rutanakin Plaza, le ministre Nicolas Kazadi a en effet indiqué que les recettes extérieures mobilisées sont passées de 1,63 milliard de dollars américains en 2021 et 1,98 milliard de dollars américains en 2022. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Poursuivons ces informations avec le président de la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo, Modeste Bahati, qui a appelé le gouvernement congolais à tout mettre en œuvre pour maîtriser le taux d'échange entre le franc congolais et la devise américaine sur le marché. Il s'est exprimé ainsi le mercredi 15 mars 2023 à l'occasion de la cérémonie de la rentrée parlementaire. Enfin, le taux de démarrage du programme de développement local des 145 territoires dans les 9 provinces gérées par les programmes des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, est évalué 45%. C'est ce qu'a indiqué le coordonnateur du PDL 145D au sein du programme des Nations Unies pour le développement, Elhadji Diallo, au cours d'un briefing initié le mardi 14 mars 2023 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Les 9 provinces placées sous gestion du PNUD sont notamment la Mongala, la Tchoapa, Tchopo, Sankuru, Kasai, Maniema, Tanganyika et Sud Kivu. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons ouvrir cette édition par les chiffres clés présentés par Benita Mouni. Elle nous parle des recettes extérieures mobilisées en 2022. Suivez les détails. Nous l'avons annoncé, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Benita Mouni, bienvenue. Merci, Onamaka. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir sur le barème de change en RDC? Voilà, pour répondre à cette question, nous sommes déjà à la Banque centrale du Congo où un dollar est fixé à 2037 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,33 centimes et un euro vaut 2186 francs congolais. Nous sommes à limiter pour la catégorie marché parallèle. À cet endroit, un dollar s'échange à 2300 francs congolais, un franc CFA pour 3,40 centimes et 2400 francs congolais pour 1 euro. Dites-nous un peu, à combien se sont élevées les recettes extérieures mobilisées par le gouvernement en 2022? Voilà, dans sa présentation de réalisation de l'exercice 2022 et des priorités de l'année 2023, ce mardi 14 mars 2023, Nicolas Kazadi a en effet indiqué que les recettes extérieures mobilisées sont passées de 1,63 milliard de dollars américains en 2021 à 1,98 milliard de dollars américains en 2022. Et cette performance dans la mobilisation de ressources tant intérieures qu'extérieures a permis d'accroître l'espace budgétaire pour les financements des investissements et des élections, la stabilisation macroéconomique et la préservation du pouvoir d'achat de ménages à travers notamment les subventions ciblées de produits pétroliers et alimentaires importés. Alors, et quel a été l'état des investissements publics sur ressources propres si l'on en croit le ministre congolais des Finances?
Voilà, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a noté par ailleurs que l'investissement public sur ressources propres a été multiplié plus de 12 fois depuis 2020 et a permis de réaliser de nombreux projets ambitieux du gouvernement congolais, aussi bien dans les secteurs structurants, infrastructures, agriculture, énergie, que sociaux. Il y a la gratuité de l'enseignement, couverture santé universelle, acquisition des vaccins traditionnels, programme de développement local de 145 territoires. Voilà, de nombreux progrès ont été inscrits, tout à fait, dans la mise en œuvre des réformes. De quoi s'agit-il? Voilà, il s'agit notamment de la mise en place des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du tourisme afin de préserver l'intégrité de marchés et structures nationaux, de l'amélioration de la notation financière du pays en vue d'améliorer la crédibilité du pays et attirer les capitaux étrangers frais. Merci encore pour tous ces détails. On va finir avec cette question. La politique budgétaire volontariste couplée à des réformes ambitieuses engagées a contribué à quoi d'après Nicolas Kazadi, le ministre de Finances? Pour le ministre de Finances Nicolas Kazadi, la politique budgétaire volontariste couplée à des réserves ambitieuses engagées à contribuer non seulement à consolider la résilience de l'économie avec une croissance qui est passée de 6,1% en 2021 à 8,5% en 2022, à stabiliser le cadre macroéconomique malgré les incertitudes de l'économie mondiale, mais aussi à accroître la compétitivité et l'attractivité du pays, et c'est en dépit du contexte difficile marqué par la crise russo-ukrainienne et l'agression rwandaise à l'est du pays sous couvert du M23. Merci beaucoup Benita Mounier pour tous ces détails. À la prochaine pour un nouveau numéro des chiffres clés. Merci Unamaka. Afreximbank et la Banque européenne d'investissement mobilisent 211 millions de dollars américains pour investir dans le secteur de la santé en Afrique. Tout de suite dans le dossier avec Ada Sagras. Ada Sagras, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci Judith. Voilà, dans quel contexte s'inscrit ce dispositif de financement des soins de santé en Afrique par Afreximbank et la BEI? En effet, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine d'import-export ont annoncé un décaissement de l'ordre de 200 millions d'euros dans les secteurs de soins de santé en Afrique subsaharienne. Ce nouveau dispositif de financement des soins de santé en Afrique s'inscrit dans les cadres des stratégies Global Gateway, un plan d'aide au développement dévoilé début 2022 par l'Union européenne qui prévoit notamment des investissements de 150 milliards d'euros en Afrique sur 6 ans pour contribuer sur le développement des infrastructures et aussi financer des projets dans les domaines clés tels que la numérisation, les climats, l'énergie, les transports et aussi la santé. Mais voilà, de quelle manière seront exécutés les fonds mobilisés par Afreximbank et la Banque européenne d'investissement dans le cadre de ce projet? Afreximbank et la BEI mobilisant chacune un nouveau financement de 100 millions d'euros destiné à moderniser et aussi à développer les établissements de soins de santé publics et aussi renforcer la production de médicaments sûrs, abordables et efficaces en Afrique subsaharienne, ont indiqué les deux institutions financières dans un communiqué conjoint publié le mardi 7 mars dernier. En effet, ces financements chiffrés à hauteur de 211 millions de dollars américains visent à accélérer la construction et l'aménagement des cliniques et hôpitaux essentiels pour permettre un traitement rapide de maladies transmissibles, réduire aussi la mortalité infantile et faciliter l'accès au système de santé publique. Il permettra également de financer le projet visant à développer la production locale de médicaments indispensables pour lutter contre les maladies mortelles telles que le VIH, le paludisme, la tuberculose. Merci beaucoup Ada Sagras pour tous ces détails. J'espère vous retrouver demain pour un nouveau dossier. Merci Judith. Des invités sur ce plateau, il s'agit de Maître Eric Kassongo du réseau Mwanganza et de Christian Benga de Ressources Matters qui nous parle aujourd'hui du paradoxe des milliards de dollars américains investis dans le secteur d'électricité et le taux très faible d'accès à l'électricité en République démocratique du Congo. Tout de suite des précisions.
Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons recevoir deux invités. Il s'agit du maître Eric Kassongo, porte-parole du réseau Wanganza. Bienvenue à vous. Votre réseau milite plus principalement sur l'accès à l'électricité pour tous. Et nous allons recevoir également Christian Benga, coordinateur du secteur d'énergie au sein des Ressources Matters. Bienvenue à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons prendre la première question. Dans une lettre que vous avez adressée aux partenaires techniques et financiers en République démocratique du Congo, vous fustigez ce que vous considérez comme étant un paradoxe entre les milliards de dollars investis dans le secteur de l'électricité, le taux très faible d'accès à l'électricité en RDC. Alors, comment justifiez-vous ces allégations? Merci beaucoup, madame. Vous faites bien de dire qu'il s'agit d'un paradoxe. Eh bien, ce paradoxe est parti du fait que nous avons fait un effort pour vérifier le volume de financement qu'il y a dans les secteurs de l'énergie, en allant scruter dans les sites internet des différents bailleurs de fonds qui sont mentionnés. Et même là, l'effort qui a été fait ne s'est limité qu'à quelques bailleurs de fonds. Et les résultats nous ont montré qu'entre 2005 et nos jours, plus de 2,5 milliards de dollars ont été versés dans les secteurs de l'énergie. Malheureusement, cela ne s'est pas suivi d'une évolution du niveau d'accès d'électricité des ménages en République démocratique du Congo. Parce que le taux d'accès qui est de 9%, qui était de 9% déjà à l'époque, n'a pas beaucoup évolué de manière significative pour justifier un tel montant déversé dans le secteur. Voilà pourquoi on a tenu à adresser cette lettre aux partenaires techniques et financiers pour essayer de comprendre et de vérifier si réellement ces fonds-là sont arrivés à destination, ça veut dire ont été réellement orientés vers les projets d'amélioration du secteur pour que chacun, en tout cas le pourcentage de Congolais qui ont accès à l'électricité, puisse s'améliorer. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Monsieur Christian Benga étant coordinateur du secteur d'énergie au sein des Ressources Matters, aimeriez-vous ajouter quelque chose? Oui, je pense que Ressources Matters travaille directement avec les réseaux Wanganza et donc et les réseaux et Ressources Matters comme membres du réseau, nous plaidons tous pour un accès pour tous à l'énergie, à l'électricité. Et donc, étant donné que depuis, comme le maître l'a dit, 2015, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de flux financiers dans le secteur venant de partenaires techniques et financiers. Le secteur a déjà été libéralisé depuis 2014, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que les taux oscillent toujours autour de 9%. Alors, les réseaux s'étaient quand même dit il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, l'idée, c'était de pouvoir un peu sculpter du côté bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'ils ont déjà pu financer dans les secteurs pour l'électrification et qu'est-ce qui est concrètement fait par rapport à l'électrification dans les différents contrées du pays. Évidemment, comme tu l'as pu lire ça dans notre lettre qu'on a envoyée au PTF, les constats est amer. Donc, nous constatons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'argent est investi, mais rien de concret s'est passé en termes de taux d'accès à l'électricité. Voilà, nous allons prendre la deuxième question. Votre réseau affirme qu'entre 2015 et 2022, les partenaires techniques et financiers ont contribué à hauteur de 2,552 milliards de dollars américains dans le secteur de l'énergie en vue d'améliorer le taux d'accès des Congolais à l'électricité de qualité. Comment expliquez-vous qu'un tel investissement n'ait pas d'impact sur le terrain? C'est justement la question que nous avons posée aux bailleurs et la réponse que nous pouvons apporter dépend beaucoup de ce que les bailleurs peuvent nous dire de l'état d'avancement de tout ce qui a été déversé sur les secteurs pour justement adresser la question de l'accès à l'électricité. Le constat que nous avons sur le terrain, c'est que beaucoup de ces fonds-là sont orientés vers la réalisation des études, le recrutement des consultants internationaux ou encore des projets de réhabilitation des unités qui ne sont pas toujours réhabilitées. Et ça fait que les résultats auxquels on devrait s'attendre, ce n'est pas ce qui vient. Donc d'où la question de savoir si toutes ces sommes d'argent sont utilisées à bon escient. Est-ce que c'est vraiment, il y a un monitoring au niveau institutionnel, d'abord du bénéficiaire, parce que le bénéficiaire c'est le gouvernement congolais, mais aussi un monitoring du côté de bailleurs de fonds qui financent pour savoir si réellement
ce volume de financement arrive à atteindre l'objectif pour lequel elle a été dépensée, si vous voulez. Mais alors, qu'est-ce qui aurait été fait si ces milliards de dollars américains étaient investis dans le secteur de notre pays? Avec la libéralisation du secteur, des privés sont venus et ont commencé à produire de l'électricité. Je prends l'exemple de Virunga Energy, une société qui est basée au Nord Kivu, à Goma, qui a commencé par produire 12 mégawatts d'électricité en investissant 20 millions de dollars seulement. 20 millions de dollars. Avec 20 millions de dollars, vous pouvez avoir 12 mégawatts. Et qu'est-ce que vous faites avec 12 mégawatts? Avec 12 mégawatts, vous pouvez électrifier 32 000 ménages. Ça, c'est du concret, c'est du visible, c'est du palpable, on peut le voir. Donc, si vous comparez ce qu'on peut faire avec 20 millions de dollars et l'impact que les 20 millions de dollars peuvent avoir sur les ménages, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Alors, vous prenez maintenant 2 milliards 500 millions de dollars investis dans les secteurs pour lesquels jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher la couleur des mégawatts qui ont été produits. Et c'est ça justement le grand contraste. Comment est-ce que des privés peuvent facilement produire de l'électricité avec peu d'argent et fournir de l'électricité à autant de ménages et apaiser la situation des ménages et même de certains PME avec très peu d'argent, pendant que des millions de dollars sont investis auprès des institutions de l'État ou des répondants de l'État qui ne donnent rien. C'est la question que nous, on se pose. Et la démonstration que je vous fais là, de voir qu'avec très peu d'argent investi dans la petite hydroélectricité, on a pu avoir des mégawatts pour fournir de l'électricité à un grand nombre de gens, eh bien, c'est ce que nous n'avons pas la capacité de faire avec autant des millions qui sont investis dans le secteur pour améliorer tant soit peu. Monsieur Christian, qu'est-ce que vous pouvez relever comme aspect? Oui, je vais renchérir. Évidemment, il s'agit là d'un petit projet solaire, et plutôt hydroélectrique de Matébé. Donc 20 millions de dollars, on arrive à avoir 32 000 ménages connectés. Et vous imaginez si on utilisait les 10 milliards dans des projets, projets hydroélectriques pour les ménages, on arriverait à, je dirais, 4 millions. On arriverait plutôt dans les 4 millions, oui, 4 millions de ménages connectés. Okay. Donc, c'est pour dire que nos PTF doivent peut-être penser à revoir la manière d'orienter le financement. Donc, nous avons vu les privés qui sont venus. Ça, nous parlons de l'hydroélectrique. Et si nous allons avec des projets solaires, je pense que les résultats seront plus palpables, ça sera plus vite et ça consommerait moins que l'hydroélectrique. Donc, pour nous, nous pensons que il y a possibilité qu'on arrive à électrifier la population, mais il faut bien canaliser le financement dans le secteur. Merci beaucoup de nous avoir éclairci à ce sujet. Nous allons finir avec cette question. Que recommande votre réseau Mwanganza eu égard à cette situation? Déjà, la première chose que nous avions voulu que l'autorité publique et même les partenaires techniques et financiers de faire, c'est de faire un audit financier sur tous ces financements. Je pense que j'imagine que ce sont des financements qui sont traçables. On peut retrouver ce qui s'est passé pour voir l'impact réel sur les terrains et les diverses modalités d'affectation. Parce que c'est très important au moment où nous sommes en train de parler des 145 territoires où le gouvernement congolais affecte environ entre 7 à 10 millions de dollars par territoire pour la question de l'électricité. Nous avons besoin de savoir si réellement c'est possible de faire une traçabilité de ces fonds-là et de voir comment les mécanismes sont mis en place pour pouvoir s'assurer que l'impact est réel sur les terrains et qu'on peut sentir une amélioration du niveau d'accès à l'électricité. Une autre recommandation, c'est qu'on puisse davantage montrer au niveau de la mise en œuvre de ces projets-là, les sérieux qu'il y a, un peu de transparence, la communication autour de ce qui est réalisé pour que des chiffres pareils ne puissent pas être uniquement scandaliser les gens dans les sites, mais que la population voit qu'il y a des efforts qui sont entrepris sur le terrain pour améliorer la situation sa situation de l'accès à l'énergie. Grâce au concours de ressources matières notamment, il y a une plateforme qui a été mise en place qui s'appelle la plateforme EPELA. Okay. Cette plateforme-là, c'est une plateforme en ligne qui donne un peu la situation générale énergétique
de toutes les contrées de la RDC. Avec cette plateforme, il est facile de connaître les besoins et même le coût de l'investissement qu'il faut pour donner de l'énergie à un espace donné, que vous soyez à Popokabaka, à Koutou ou à Mwadingusha, ainsi de suite. C'est un outil très important à la disposition non seulement de nos autorités, mais aussi des partenaires techniques et financiers, qui peut aider à mieux voir comment est-ce qu'il faut orienter les différents financements qui font affecter dans les secteurs et permettre à ce que les gens aient effectivement de l'énergie plutôt que de se lancer dans des études interminables. Voilà, cette fois-ci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole du réseau Mwangaza, Maître Eric Kassongo, réseau qui milite pour favoriser l'accès à l'électricité pour tous. Merci encore à vous, Christian Benga, coordinateur du secteur de l'énergie au sein de Ressources Matters. Merci encore. C'est nous qui vous remercions. Juste après, nous allons prendre la chronique présentée par Patrick Bomboka. Bonjour. Le développement de l'industrie locale est confronté à la pénurie d'électricité en République démocratique du Congo. Malgré la libéralisation du secteur de l'électricité en 2014, la production locale de l'électricité est loin de satisfaire la demande exprimée, notamment celle des sociétés minières. Une situation qui a un impact direct non seulement sur les rythmes, mais aussi sur les capacités de production. Pour le seul secteur minier de la zone sud-est, le déficit énergétique est estimé à plus de 1200 MW avec un besoin croissant. Toutefois, depuis 2014, il s'observe un développement des projets énergétiques des sociétés privées telles que Kipai Sombwe, qui achève la construction d'une centrale de 120 MW, Tembo Power 60 MW, Great Lake Energy 900 MW et Luapula 800 MW, qui permettront de réduire les déficits actuels et projetés en injectant près de 1700 MW dans les réseaux d'ici à 2030. Plusieurs autres projets vont également dans le sens des efforts entrepris pour réduire les déficits en énergie électrique. Il s'agit en l'occurrence de Sokodé, de Nourou, Virunga Energy, Énergie du Nord Kivu, Perenco Rep et tant d'autres. Bref, l'évolution de la production de l'énergie électrique au niveau national a connu un retard considérable. Pour preuve, il s'est écoulé 35 ans entre la mise en service de la centrale hydroélectrique de Inga 2 en 1982 et Zongo 2 en 2017 pour les réseaux ouest et 65 ans pour la mise en service de Nseke en 1957 et Boussanga en 2022 pour les réseaux sud. Pour la Fédération des entreprises du Congo, la République démocratique du Congo est un pays solution et la Société nationale d'électricité fait partie de cette solution. L'opérateur national du secteur de l'électricité étant obligé d'œuvrer pour la stabilité dans la distribution de l'énergie et le remplacement des câbles, tout en renforçant la surveillance du réseau et en améliorant les services clientèle. Malgré toutes les potentialités en matière énergétique que le pays détient, la production de l'électricité est d'environ 10 millions de mégawatts, dont 70% sont vendus aux sociétés minières et 30 autres % fournis à la population. Au cours de la 83e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a notamment évoqué les plaintes des producteurs miniers qui sont en contrat avec la Compagnie nationale d'électricité. Pour le président Félix Antoine Tshisekedi, cette situation qui freine le développement du pays ne doit pas perdurer. Le gouvernement central a donc été invité à se pencher sur la question de la desserte en dents de scie de la Société nationale d'électricité dans le seul but d'accompagner la relance de cette société commerciale encore détenue à 100% par l'État congolais. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.
Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Prenez part aux rencontres économiques du 16 mars 2023. Pour en savoir plus, l'agenda vous donne plus de détails sur l'heure, la date, mais également l'ordre du jour. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées vues du jour. Le Rencontre Africa débutera du 20 jusqu'au 24 mars 2023 au Togo. À présent, Elisa Massolo, en partenariat avec Yafrica Festival, organise un événement dénommé Créer un festival qui réussit de A à Z. Le 25 mars prochain à Kinshasa, de 9h à 13h, le droit de participation est fixé à $20. Un rappel, la nouvelle session sur comment organiser son temps pour atteindre ses objectifs avait débuté le mercredi 15 mars dernier sous un format virtuel de 20h à 20h45 et va se clôturer le 17 mars prochain. Et pour finir, la 6e édition AgroTour se poursuit jusqu'au samedi 18 mars 2023 sous le thème Émergence de l'écosystème entrepreneurial agricole de jeunes pour l'atteinte des ODD 1 et 2 cas de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au cœur de l'activité de la vente des sachets market, un vendeur ambulant nous partage son quotidien. Suivez, c'est tout de suite. Article 15, c'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Bonga na ngeza na kopera ba market na tika ba chasser ba tout somba on a maison na de gros biso to ta musango na détail na bana on a âge à 9 ans depuis 2009 jusqu'à maintenant 2023 na ça déjà 14 ans. Na vivaka c'est là grâce à Nzambi so na teki moi 1000 fois 2000 moi 500 na boaki kuna 1500 na chena poche on ko aider ngai. Avantage na ngai ezaki na mitangisi na kote oyo mageto na zwi diplôme te mais na onga na suki ezangi avantage otili awa. Ba difficulté ezalaki bakokoso lokwa na kanga moko selo par rapport moto akosunga za te mais parfois mpe kokutana mpe na motu mwa boye mpe ya mawa banini ndenge ozotambusa boye akopesa one fiske na yo moko oyebi ndenge akogarde yango ça peut t'aider un peu. Conseil gratuit na ngezaki o amoniki aza jeune alongola soni loko boma biso ba jeune eza soni basi entourage au mona tanto possible loko tamsa na balaba lozomona loko ezo gêner yozomona ngo grave siko biso to tambusa ngo mage tout ofinga maka ni nango changera to ni nango elongaka na nzoto na biso et loko te conseil gratuit ezaka te mutu nyonso tout jeune parce que Nzamba bi bunda na mutoki na onde ko liande ko pambola yo siko yo so bunda te saki ya bato ndo zo botola ya bato ndo zo s'intéresser na ngoko loko boy Nzamba pambola ndenge baba konzi bazana pona biso seke fo basunga biso bakotika biso boite puisque so na sala eloko oyo soit na simbi chasse na te eza pona gentité eza pona sengo te kana ko sala ngo puisque na zangi. Bon, na boyi ko yiba, na boyi ko sala kuluna, na boyi ko sala mabe. Yango monike na boti courage na yote ka moyo loko na ngai sunga ngai. Tango yo mokonzo sawa no moni jeune courage loko la ngai. C'est que faut sunga ngai. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous.
Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Ounamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain. Même chaîne, même heure, même plateforme. Surtout, l'actualité reste en continu sur zoomeco.net. Au revoir.